Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information au sommaire de ce mardi. Commémoration de l'ascension du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Les fidèles se sont retrouvés la nuit dernière pour commémorer cette fête autour du guide spirituel des Ansar. C'était à la faveur d'une cérémonie de prêche. Aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette maladie parasitaire est considérée comme l'une des plus meurtrières au monde, tuant presque 3000 personnes par jour. C'est dans une ambiance festive que les fidèles se sont retrouvés lundi soir autour de Seyd Chérif Ousmane Madani Aïdara pour célébrer l'ascension du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous vous proposons d'écouter le secrétaire administratif de la FADI. Cette cérémonie qui va se tenir à l'occasion de l'ascension de notre prophète, paix et salut sur lui, est un événement que la Fédération Ansardine Internationale organise chaque année et qui est animé par notre guide spirituel, Seyd Chérif Ousmane Madani Aïdara. C'est à travers notre guide que ces soirées-là sont connues à juste titre. C'est les efforts du guide qui ont fait que tout le monde s'intéresse en tout cas à ces nuits. Vraiment, nous sommes là très contents, très joyeux. Nous savons que, en tout cas, tout au cours en tout cas, de cette soirée, de cette nuit, nous serons en tout cas comblés, comblés par les bénédictions que notre cher guide va formuler, en tout cas à notre intention. Donc, en tout cas, nous n'avons que les sentiments de joie et puis de satisfaction. Et dans le cadre de la commémoration de l'ascension du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le fils du guide spirituel des Ansar a animé une cérémonie de prêche lundi à Bobo Dioulasso, un événement organisé par les Ansar du Burkina Faso. Je pense que je ne peux pas dire contrairement, parce que s'ils veulent seulement que je déménage ici, moi je ne vois pas de problème. Parce qu'ici, je peux considérer aussi comme, parce que nous sommes déjà des pays des voisins. Mali et Burkina, ce sont des pays des voisins. Donc si la Burkina veut maintenant que je reste chez eux ici, donc moi je ne m'en disconviens pas. Parce qu'ici aussi, quand même, je peux pratiquer tout ce que je veux sur l'islam et puis faire mes prêches, tout. Nous avons eu beaucoup de gens qui se sont convertis en islam. Vraiment, on ne peut même pas dire le nombre exact qui sont venus prêter les serments d'allégeance avec nous. Bon, vraiment, on a eu quand même beaucoup de gens et puis on a eu vraiment assez de choses au cours de cette tournée. Vraiment. On remercie le bon Dieu, on remercie aussi tous ceux qui ont participé au notre voyage et puis cette tournée avec nous. Aujourd'hui, nous sommes au 20 maintenant, 4e mois 2017. Voilà, donc c'est pour célébrer l'ascension du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc je pense que c'est par l'ascension de Mohammed, paix et salut sur lui, qu'on lui a donné les 5 prières quotidiennes. Donc vraiment sur ce, les Burkinabés ont demandé, la communauté musulmane du Burkina aussi ont demandé si on peut célébrer cette nuit ensemble. Donc sur ce, nous sommes là. Donc nous allons, Inch'Allah, ce soir célébrer ça ensemble avec la communauté musulmane du Burkina et puis les autres, ça veut dire les membres d'associations Ansardine. Cérémonie de validation de la représentation de l'AMPS à Bougouni dans la région de Ségasso. Objectif, prévenir les conflits et promouvoir le vivre ensemble. Écoutons quelques réactions. La relation qui existe entre l'AMPS et l'ANPDS, c'est que nous, avant la création de l'ANPDS, nous étions tous membres de l'ANPS, mais logés dans les différents cercles. À un certain moment, le président de l'ANPS, El Haj Imam Mohamed Moussa Diallo, a bien voulu qu'on crée chacun une association au niveau de sa localité. Et c'est comme ça que nous avons créé l'ANPDS à Bougouni et nous restons
en collaboration avec l'ANPS, qui est l'association mère, mais nous sommes aussi indépendants dans le travail que nous faisons. Bon, cette dépendance entre nous, c'est surtout pour développer les mêmes objectifs qui consistent à prôner l'islam de tolérance. Nous sommes là ce matin pour valider le bureau de l'ANPS qui a été mis sur place. La représentation de l'ANPS qui a appelé l'association malienne pour le développement et la solidarité. Donc, mais qui est quand même une émanation du bureau national de l'ANPS. Donc nous sommes là pour valider ce bureau. Vous savez, l'association malienne pour la paix et le salut, c'est pas seulement les prêches, il y a la spiritualité aussi. Donc c'est pourquoi nous avons, à notre arrivée, nous avons commencé par la wazifa, qui est demandé à chaque tidjane de faire ça vraiment le matin et le soir. Et puis on a fait le hadra du vendredi, qui est aussi une recommandation de notre guide, Cheikh Ahmad Tijani radiallahu ta'ala anhu. Et ensuite, la nuit, nous avons procédé à la prêche. Et la nuit, nous avons fait vraiment ce que j'ai sali, c'est la présence massive des imams et des érudits de Bougouni à nos côtés pour nous soutenir. Et là, vraiment, on apprécie beaucoup ça et puis j'ai beaucoup aimé ça. Et je profite de votre micro pour saluer les autorités politiques, administratives et surtout notre ministre de la Sécurité qui a mis toute une équipe à notre disposition pour assurer la sécurité de la délégation qui est venue de Bamako et celle de Sikasso. L'ANPS, vous savez, l'objectif principal, c'est assurer la paix pour l'ensemble des Maliens. Et vraiment, nous avons comme objectif aussi de promouvoir le dialogue inter- et intra-religieux. Il faut que les musulmans, entre nous, qu'on se parle, parce qu'il y a beaucoup de dérapages aujourd'hui. Donc, pour pallier à tout cela, il faut que les gens acceptent de s'asseoir autour d'une table et discuter vraiment des choses qu'on voit aujourd'hui qui n'honorent pas l'islam. Et vraiment, il est temps que les musulmans ont le courage, que les associations islamiques se mettent à table pour discuter certains points qui sont en train de salir l'image de l'islam dans notre pays. Journée de salubrité en commune 1 du district de Bamako. Les amis et sympathisants de l'honorable Fatoumata Sempara donnent le ton à Bankoni Flabougou. À travers ce geste, ils entendent offrir un environnement sain aux populations. C'est juste que lors de la session extraordinaire de la mairie du district de Bamako, tenue en mois de février dernier, nous nous sommes rendus compte que parmi les communes les plus sales du district de Bamako, la commune 1 occupe la première place. Donc, en tant qu'élu du peuple, même si assainir la commune n'est pas une mission qui est conférée aux députés, même si nous savons tous que le député n'a que 2 missions, légiférer et contrôler l'action gouvernementale. Donc, normalement, cette activité est un devoir de la mairie. C'est la mairie qui devait normalement faire cette activité. En tant qu'élu du peuple, pourquoi nous avons organisé cette activité? Nous avons organisé cette activité parce que nous voulons le bien-être, la santé de la population. Qui parle d'assainissement, parle de santé. Donc telles sont un peu les motivations de cette journée. Et Bankoni n'est pas non plus le seul quartier à arbitrer cette activité. Nous allons ensuite partir à Korofina, à Fadjigila, tour par tour entre les 9 quartiers de la commune 1. Donc vu l'historique de Bankoni qui est de nos jours considéré comme l'un des quartiers les plus âgés du district de Bamako, c'est pourquoi nous avons commencé d'abord par Bankoni. En prélude à la journée mondiale de lutte contre le paludisme, le ministre de la Santé a organisé une conférence de presse sur la maladie. Objectif, sensibiliser la population sur ce fléau. Écoutons le directeur du programme de lutte contre le palud. Le paludisme reste une priorité pour les autorités du Mali, pour notre gouvernement et pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est vrai, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme, couplée à la semaine nationale de lutte contre le paludisme. Le thème, effectivement, c'est en finir pour de bon avec le paludisme. Ça veut dire quoi? Nous devons prendre en compte
intégrer l'ensemble des stratégies recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire les stratégies de prévention, à savoir la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, à savoir le traitement préventif du paludisme chez la femme enceinte, à savoir la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de moins de 5 ans. Également, le diagnostic de tous les cas de paludisme, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a la fièvre, il faut faire le test ou un examen de laboratoire pour confirmer si c'est le paludisme. Et si c'est le cas, il faut le traitement adéquat, que ce soit le cas simple avec les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, ou si c'est le cas grave avec les injectables. Et toutes ces stratégies, tous ces algorithmes sont connus au niveau de nos agents, au niveau de nos prestataires. Amadou Diarra nous fait le point de l'actualité hors de nos frontières. Conakry, la capitale guinéenne, accueillait ce lundi une réunion de certains responsables de l'Union africaine. À l'ordre du jour, une réflexion sur la réforme de l'organisation panafricaine annoncée au sommet d'Addis Abeba en janvier dernier. Il était notamment question pour les chefs d'État rwandais Paul Kagame et tchadien Idriss Déby, de même que le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki, réuni autour du président guinéen Alpha Condé, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, de consolider l'application des réformes institutionnelles prises au sommet d'Addis Abeba. Entre autres mesures évoquées, le prélèvement de 2% sur les importations imputées à tous les États membres de l'UA, mais aussi la mise en place d'une commission de l'unité et des réformes. D'autres décisions ont également été prises et seront soumises au prochain sommet de l'institution. Un gouvernement entier devant les juges. L'ex-premier ministre burkinabé Luc Adolphe Thiaw et 34 de ses ministres, dont l'ex-président, sont cités à comparaître devant la Haute Cour de justice jeudi pour un procès spectaculaire sur la répression de l'insurrection de 2014 ayant conduit à la chute du régime. Blaise Compaoré ne sera pas dans le box des accusés puisqu'il vit en exil à Abidjan depuis qu'il a quitté le pouvoir. Son avocat français, Pierre Olivier, sera à Ouagadougou pour le défendre. Les ministres sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et blessures volontaires pour avoir participé au Conseil extraordinaire des ministres du 29 octobre 2014, au cours duquel ils ont décidé de faire appel à l'armée pour réprimer les manifestants contre la modification de la Constitution qui devait permettre à Compaoré de briguer un nouveau mandat. L'ONU s'est dite horrifiée lundi suite à la publication par le gouvernement congolais d'une vidéo montrant l'exécution de 2 de ses enquêteurs. Les 2 employés onusiens originaires des États-Unis et de Suède, dont les corps ont été découverts le mois passé, ont disparu le 12 mars au cours d'une mission dans la province du Kasaï central en proie à des combats entre milices rebelles et autorités. La vidéo présentée lundi aux médias à Kinshasa semble montrer les 2 experts en train de marcher avec un groupe d'hommes portant des bandeaux rouges propres à la milice locale Kwamina Nsapu. L'ONU qui procède à des enquêtes dans cette affaire appelle le gouvernement congolais à faire de même. Les 2 experts faisaient partie d'un groupe chargé de superviser des sanctions imposées à la RDC par le Conseil de sécurité. Le puissant service national du renseignement et de la sécurité du Soudan a accusé lundi le Soudan du Sud d'accueillir des rebelles qui combattent les forces de Khartoum. Le NISS s'en est pris au président sud-soudanais, à son vice-président et à des commandants militaires sud-soudanais pour s'être réunis la semaine dernière avec des membres de la branche nord du mouvement populaire de libération du Sud qui se bat contre les forces soudanaises dans les États du Nil bleu et du Kordofan Sud. Khartoum reproche à son voisin d'entretenir le conflit alors que le Soudan accueille des centaines de milliers de réfugiés sud-soudanais qui fuient la guerre et la famine dans leur pays. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 300 000 d'entre eux ont trouvé refuge au Soudan depuis le début de la guerre, il y a plus de 3 ans.
Le collectif des ligues et clubs majoritaires de la Fédération malienne de football et bien d'autres associations civiles ont battu le pavé ce matin. Objectif, prouver leur adhésion à l'action gouvernementale suite à la dissolution de la FEMAFOOT. Issouf Koulibaly et Seydou Niari. 5 jours seulement ont suffi au collectif des ligues et clubs majoritaires de la Fédération malienne de football de riposter à leurs camarades du collectif des supporters des 13 clubs de la Ligue 1 et les 6 ligues régionales de football qui ont protesté contre la décision du gouvernement ayant dissous l'organe directeur de football. Pour ne pas rompre avec le silence et de manifester leur soutien aux autorités maliennes, le collectif des clubs et ligues majoritaires ont battu le pavé ce matin, pour prouver une fois de plus qu'ils sont et qu'ils resteront fidèles à leur démarche qui n'est autre que la voie de la vérité et de l'égalité, tout en préservant l'unité, la cohésion sociale, le dialogue et la stabilité dans un pays affaibli par les crises sociopolitiques. Cette marche de soutien au corps nord et par-dessus tout au gouvernement malien a démarré devant la Bourse du Travail avant de prendre fin à la primature, où ils ont été reçus par le chef du gouvernement, Ablaye Idrissa Maïga. Nous venons d'être reçus par le Premier ministre et nous pensons que nous avons un sentiment de satisfaction. Satisfaction d'avoir été reçus déjà par le Premier ministre, chef du gouvernement, qui est l'une des personnalités les plus importantes de la République et qui nous a permis, n'est-ce pas, d'exprimer tout ce que nous avons comme inquiétude par rapport au football. Et ces inquiétudes nous poussent justement à soutenir la décision, n'est-ce pas, de dissolution du comité exécutif de la Fédération malienne de football. Et cette dissolution, nous pensons, est en faveur, n'est-ce pas, du développement du football. Elle est en faveur du développement du football parce que nous savons que ce football souffre depuis 3 ans d'une crise qui n'arrive pas à trouver son épilogue. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le comité exécutif de la Fédération malienne de football qui a été dissous est à la base de toutes les incompréhensions qui se trouvent dans le football. Regardez vous-même comment un comité exécutif responsable peut suspendre 6 présidents de ligue sur 9, peut suspendre les présidents de tous les clubs qui ne le soutiennent pas, peut suspendre les secrétaires généraux de tous les clubs qui ne le soutiennent pas, peut faire, n'est-ce pas, en fait, des violations flagrantes des textes. Et nous pensons que pour cela, nous sommes obligés de soutenir cette décision du gouvernement qui soulage le monde du football malien. Moi, je pense que la décision elle est responsable, d'autant que lorsqu'il y a 2 parties qui ne s'entendent pas, ça dure autant. Le rôle du gouvernement, c'est de dire, voilà, maintenant, on met fin à la récréation et nous arrêtons tout. Nous donnons la possibilité à d'autres personnes de gérer ce football-là. Après avoir écouté les uns et les autres, la balle est désormais dans le camp du gouvernement, qui n'a d'autre choix que de rapprocher les points de vue en procédant à une analyse rigoureuse pour que les stades vibrent à nouveau. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.